Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir en Normandie pour vous raconter 3 faits divers qui ont bouleversé une région. Crime en terre normande, c'est tout de suite. Le dimanche 4 septembre 2011, à Caen, Nathalie doit récupérer son fils, Mathis, 8 ans, parti passer le week-end chez son père. Mais les heures passent et le petit garçon ne se présente pas. Folle d'inquiétude, la mère de famille se précipite au commissariat pour signaler sa disparition. C'est alors le début d'une longue enquête, durant laquelle le père de famille ne va pas hésiter à jouer avec les nerfs des forces de l'ordre et surtout de son ancienne compagne. Alors, où se trouve le petit Mathis? Son père lui a-t-il fait du mal? Et Nathalie, sa mère, le reverra-t-elle un jour vivant? Je me souviens encore, c'est là qu'il a donné la nouvelle, qu'il a dit « Je ne vous dirai pas où se trouve Mathis ». Et là, je me suis dit, c'est pire que tout, quoi. Le 27 février 2010, Audrey se rend au domicile de son ex-petit ami, Balthazar, pour récupérer ses affaires personnelles. Mais rien ne va se passer comme prévu. La jeune femme de 24 ans va subir les foudres de ce dernier, qui va lui asséner de nombreux coups de couteau. Alertés par le jeune homme, les gendarmes de Vire vont découvrir avec stupeur que Balthazar avait en réalité mis au point un véritable guet-apens. Alors, qu'est-il arrivé à Audrey? Quelle relation entretenait-elle avec son ex-petit ami? Et surtout, comment expliquer que Balthazar soit entré dans une telle furie? Je crois que ça restera gravé à jamais dans ma vie. Il dit comme ça, Audrey m'a demandé d'appeler les secours et moi je me suis acharnée sur elle. En novembre 2010, Katia et sa sœur Sabrina s'inquiètent pour leur père, Patrick, 58 ans, dont elles n'ont plus de nouvelles. Mais leur mère, Marie-Christine, les rassure en leur disant que tout va bien. Seulement, quelques jours plus tard, le corps du retraité est retrouvé à son domicile. Il a été froidement abattu de plusieurs balles. Alors, qui a tué Patrick? Pourquoi Marie-Christine a-t-elle menti à ses filles? En s'immisçant dans l'intimité de cette famille, les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Mon père m'avait dit, et ça me restera toujours marqué, il m'avait dit, Sabrina, si un jour il m'arrive quelque chose, demande à ce qu'on me fasse faire une autopsie. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le terrible destin de Mathis, 8 ans. L'histoire d'un enfant prisonnier du silence de son père, dont la mystérieuse disparition va bouleverser toute une région. Je me souviens encore, c'est là qu'il a donné la nouvelle, qu'il a dit « Je ne vous dirai pas où se trouve Mathis ». Et là, je me suis dit, c'est pire que tout, quoi. Nous sommes à Caen, préfecture du Calvados, en Normandie. Située à 2 heures de Paris et à seulement 10 minutes de la Manche, cette métropole vivante et dynamique de plus de 100 000 habitants est réputée paisible.
C'est pas une région connue pour avoir beaucoup de faits divers. C'est pas l'ambiance en tout cas qui règne dans cette région-là. On a eu quelques grosses affaires, mais ça reste quand même assez rare. Pourtant, le dimanche 4 septembre 2011, à la veille de la rentrée des classes, Nathalie, une mère de famille de 46 ans, s'apprête à vivre un véritable cauchemar. Elle attend le retour de Mathis, son fils de 8 ans, en week-end, chez son père. Mathis avait l'habitude de revenir pour 18h à la maison. Je vois que l'heure est passée, Mathis n'est toujours pas là. 18h, 18h30, je commence à m'inquiéter. Car le père de Mathis, que nous appellerons Simon, a l'habitude de respecter les horaires. Il n'était jamais en retard, il était toujours... c'était 18h, c'était pas 19h, c'est pas 18h30, c'est 18h quoi. Prise de panique, Nathalie essaie alors de joindre son ancien compagnon, dont elle est séparée depuis plusieurs années. Mais Simon ne répond pas. Elle pense à tout à ce moment-là. Ça peut être effectivement un accident de voiture, ça peut être uniquement un pneu qui a crevé, voilà, ils vont être en retard, mais dans ces cas-là, il faut prévenir. Et là, elle n'a pas de nouvelles, c'est ce qui l'inquiète précisément. Sans plus attendre, Nathalie se rend au commissariat de Caen afin de signaler que son ex-mari ne lui a pas ramené son fils, comme prévu. Il faut dire que Simon vient de récupérer son droit de visite après une suspension de 3 mois. Les services de police qui l'accueillent et qui reçoivent sa plainte, au départ, effectivement, estiment que c'est un retard comme un autre, comme on peut le voir de temps en temps dans les conflits familiaux. Alors, où sont passés Mathis et son père, Simon? S'agit-il d'un simple retard? Ou la vérité est-elle beaucoup plus sombre? À l'hôtel de police de Caen, au lendemain du signalement de Nathalie, les enquêteurs cherchent à retracer l'emploi du temps de Mathis et de son père durant le week-end. Ils contactent donc les parents de Simon, chez qui père et fils devaient se rendre la veille. Les parents de Simon répondent non, il devait venir déjeuner avec nous, il a annulé son rendez-vous, mais non, on ne l'a pas revu depuis vendredi soir. Les policiers interrogent alors la compagne de Simon, que nous appellerons Éléonore. Mais cette dernière les informe qu'elle a quitté le père de famille 1 mois auparavant, après plus de 2 ans de relation. En revanche, elle a bien reçu un message de son ancien compagnon durant le week-end. Simon va essayer de reprendre une dernière fois attache avec Éléonore le 4 septembre par un SMS au milieu de la nuit en lui demandant de reprendre la vie commune. Il voulait une nouvelle chance avec elle et il obtient une fin de non-recevoir, un refus catégorique. Une information qui ne rassure pas les enquêteurs, qui imaginent alors que Simon a pu commettre un acte désespéré. Pour en savoir plus sur cette famille, ils décident dans un premier temps de se pencher sur l'histoire de Nathalie, 46 ans, la mère de Mathis. Nathalie est une femme gaie, rigolote, et elle tient un magasin de jouets en bois dans le centre-ville de Caen. 10 ans plus tôt, elle a fait la rencontre de Simon à Caen. Alors divorcée et mère de 2 grands garçons, issus d'un premier mariage, Nathalie craque aussitôt pour ce jeune homme de 9 ans de moins qu'elle. Je l'ai rencontré dans une fête qui était sur la place Saint-Sauveur à Caen. C'était de la salsa cubaine, voilà, c'était... On a discuté beaucoup ce soir-là, voilà, on s'est revus, on a passé l'été, on s'est vus très souvent. Nous sommes très rapidement amoureuses, ouais. Voilà, et puis on s'est installés rapidement aussi ensemble. En 2003, Mathis naît de leur union. Le couple emménage alors à Barentin, à une vingtaine de minutes de Rouen. Au sein du foyer, le petit garçon semble épanoui. Il est adorable, Mathis.
Super gentil, il était très câlin, mais il était toujours plein de gaieté. Il chantait tout le temps, il adorait la musique. Voilà, il était dans un monde de rêve tout le temps. Quant à Simon, il se révèle être un véritable papa poule. Il s'occupe de Mathis, il est très attentionné. Nathalie dira de lui que c'est un très bon père et un homme extraordinaire. Et en le voyant se comporter comme ça en tant que père, elle est encore plus amoureuse de l'homme. Mais au fur et à mesure, le comportement du père de famille change. Il devient irritable, incontrôlable. Un jour, on prend l'autoroute. Une fois, il a failli nous tuer 3 fois sur l'autoroute parce qu'il allait à plus de 200 à l'heure. Mathis était avec moi dans la voiture. Vous voyez, c'était ça, son quotidien. C'était tout le temps me mettre la pression, tout le temps me dire que c'était moi qui étais responsable de son état, que c'était à cause de moi qu'il était comme ça. Au sein du couple, les conflits se multiplient. Simon, de plus en plus fragile, effectue alors plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Une situation difficile à vivre pour Nathalie. J'ai été le revoir au bout d'une semaine de psychiatrie. Je le reconnaissais pas. Je le reconnaissais pas. Enfin, je reconnaissais pas l'homme que j'avais choisi, aimé. Je le reconnaissais pas, quoi. En février 2006, 4 ans avant la disparition de Mathis, Nathalie, à bout de force, prend une décision radicale. Elle informe Simon qu'elle va partir, qu'elle le quitte et qu'elle va rentrer à Caen avec Mathis. Le couple divorce ensuite dans un contexte tendu. Alors, Simon aurait-il enlevé son fils pour se venger de son ex-femme? Où se trouve le petit garçon de 8 ans? Les enquêteurs retrouveront-ils sa trace avant qu'il ne soit trop tard? À l'hôtel de police de Caen, au lendemain de la disparition de Mathis, les enquêteurs cherchent à tout prix à localiser le petit garçon de 8 ans et son père. Et l'étude de la téléphonie va leur fournir une information surprenante. Dès le lundi matin, après la disparition de Simon avec Mathis, on sait que le portable de Simon géolocalise dans le secteur de Bayonne. Pour comprendre ce que Simon pourrait bien faire dans la région de Bayonne, alors qu'il n'a aucune attache sur place, les enquêteurs interrogent de nouveau Éléonore, son ex-compagne. Elle leur fait alors une révélation fracassante. En janvier 2011, lors d'un droit de garde et d'hébergement, Simon est parti avec Mathis en direction de Bayonne. Il s'est arrêté en chemin et il a passé un coup de fil à Éléonore. Simon lui ayant expliqué qu'il était sur la route, qu'il allait faire une grosse bêtise, et elle a réussi à le convaincre de ne pas aller au bout de son projet, de faire revenir l'enfant, ce que Simon a fini par accepter. 9 mois plus tôt, Simon aurait donc projeté d'enlever son fils Mathis avant de se raviser. Une déclaration qui met les policiers en alerte maximum. Un mandat de recherche à l'encontre du père de famille est aussitôt émis. D'autant plus qu'Éléonore confie également aux enquêteurs qu'elle vient de recevoir une lettre de menace de son ancien compagnon. Il explique dans ce courrier qu'il reprendra contact et qu'il lui donnera un rendez-vous et qu'elle devra se soumettre à ses conditions. Sinon, il lui sera fait du mal à elle et à ses proches. Le 8 septembre 2011, 4 jours après la disparition de Mathis, le téléphone de Simon se déplace. Il borne désormais en Normandie, au niveau du domicile de ses parents. Les policiers espèrent alors retrouver leur homme sur place. Mais les parents de Mathis leur apprennent qu'ils ont en fait reçu un courrier contenant le fameux téléphone. C'est une fausse piste et puis c'est là où on voit que Simon a beaucoup réfléchi à la façon dont il allait effacer ses traces.
Parce que laisser un téléphone allumé dans une enveloppe et poster cette enveloppe, ça démontre une certaine préparation. Pire encore, le téléphone est accompagné d'une lettre dans laquelle le père de famille explique qu'il a enlevé son fils. Il revendique très clairement l'enlèvement de Mathis en disant que c'est quelque chose de légitime, de réfléchi, que ça va sûrement causer des soucis à ses parents et qu'ils vont être entendus par les services de police, mais qu'il assume pleinement son geste. Dans ce courrier, Simon explique avoir emporté 30 000 € en liquide avec lui. Le père de famille avait donc préparé sa fuite, sans téléphone ni carte bancaire. Le seul espoir de le localiser repose donc désormais sur son véhicule. Et 2 jours plus tard, la chance va sourire aux enquêteurs. On va retrouver la voiture stationnée à Bayonne, pas très loin d'un grand fleuve, un coin qui est d'ailleurs renommé pour des personnes qui n'en peuvent plus et qui veulent mettre fin à leur jour. Le véhicule est vide de tout occupant. Les policiers imaginent alors le pire. Et les techniciens en identification criminelle fouillent la voiture à la recherche d'indices. Dans le véhicule, on va surtout retrouver une boîte de bonbons qui aurait été achetée avant le départ, et puis des petits jouets pour enfants également, dont on sait qu'il les a achetés dans un magasin quelques jours avant de récupérer son fils. Mais alors, qu'ont fait le père et le fils à Bayonne? Simon s'est-il suicidé ou a-t-il fait du mal à Mathis? Et surtout, Nathalie reverra-t-elle son enfant vivant? À Caen, suite à la découverte de la voiture de Simon, les policiers cherchent à savoir si le père de famille aurait pu mettre fin à ses jours ou à ceux de son fils. Ils s'intéressent donc de plus près à l'histoire de cet homme de 37 ans, originaire de Normandie. Simon a un frère, une sœur, c'est un enfant d'une bonne famille. Les 2 parents travaillent, ont des bonnes situations. Mais malgré cet environnement privilégié, le jeune homme peine à s'épanouir. Et à l'adolescence, il s'isole. Il a eu une période de dépression quand il était en fin de scolarité. Il était hospitalisé pour une dépression avec tentative de suicide. Volontaire, Simon réussit tout de même ses études supérieures et trouve une bonne place dans une entreprise de la région. À l'époque, Simon est responsable contrôleur qualité. Voilà, dans une grosse entreprise autour de Caen. Mais suite à un licenciement économique, sa carrière connaît un coup d'arrêt. Et après plusieurs déboires professionnels, il devient finalement maçon. Côté cœur, Simon entretient des relations compliquées avec les femmes. C'est quelqu'un qui veut posséder, c'est quelqu'un qui veut séduire, et c'est quelqu'un qui a très peur de l'abandon. Donc quand il fait une rencontre, il s'y lance à corps perdu et ensuite ne veut pas la perdre. Face au profil inquiétant de ce père de famille, le 26 septembre 2011, après 22 jours sans nouvelles de Mathis, un appel à témoins est lancé à travers toute l'Europe. On va diffuser le visage de Simon, la photographie de Mathis, et c'est là qu'on va déclencher un certain nombre de témoignages de personnes qui semblent l'avoir vu. Il a suivi à un moment le chemin de Compostelle et il s'est arrêté dans des endroits qui sont fréquentés par les pèlerins, mais il est toujours seul. L'homme de 37 ans ne serait donc plus avec son fils. Des recherches sont effectuées dans la région, en vain. Les jours passent et Mathis et son père n'ont toujours pas refait surface. Il faudra attendre le 17 octobre pour que Simon fasse à nouveau parler de lui. Il envoie un courrier à son ex-compagne, Éléonore, pour lui indiquer qu'il va la retrouver le 18 décembre à Villeneuve-les-Avignon
qu'elle doit au préalable se mettre en rapport avec Nathalie. Nathalie doit lui verser la somme de 13 312 €, correspondant à la somme versée en pension alimentaire. En gros, c'est tout ce que Mathis lui a coûté depuis qu'ils sont séparés. On n'y croyait pas, on se dit. C'est quand même étonnant. On se dit, mais pourquoi il lui envoie ce courrier-là? C'est encore pour nous balader. On n'y croyait vraiment pas du tout. Les enquêteurs concentrent alors leurs recherches autour de Villeneuve-les-Avignon. Sans succès. Mais un mois et demi plus tard, un employé de camping qui a aperçu Simon leur livre un témoignage décisif. Il a été vu dans cette région, à Villeneuve-les-Avignon. Donc les enquêteurs de l'Office et de la PJ de Caen vont descendre en urgence dans le sud de la France et vont pouvoir effectivement l'arrêter le 9 décembre, alors qu'il est seul avec son sac à dos sur un chemin. Il est conduit à Caen où il sera présenté directement à un magistrat instructeur puisqu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre. Et dans ce cas-là, puisqu'une instruction est ouverte, on ne passe pas. Alors, où se trouve l'enfant de 8 ans? Simon l'a-t-il confié à quelqu'un? Ou s'en est-il pris à lui? Le père de famille finira-t-il par dire toute la vérité? Au palais de justice de Caen, le 10 décembre 2011, 3 mois après la disparition de Mathis, Simon est entendu pour la première fois par le juge d'instruction. Il reconnaît être parti avec Mathis et il indique l'avoir confié à des tiers de confiance, dont il ne voudra pas dire le nom et il ne voudra pas indiquer où se trouve Mathis. Prêt à tout pour retrouver sa liberté, Simon se joue des autorités. Il va nous inventer une histoire invraisemblable en disant qu'il faudrait le laisser sortir pour prendre contact dans une cabine téléphonique après un message envoyé sur Internet à une adresse inconnue. Donc quelque chose de complètement farfelu et en disant qu'il prendrait contact avec un intermédiaire qui se renseignerait et qui donnerait des nouvelles de Mathis. C'est totalement fantaisiste et on voit bien que ce qu'il cherche, c'est à sortir de prison. Sûr de lui, le père de famille essaie même de négocier. À un autre moment, il va me demander d'abandonner les poursuites contre lui, les poursuites criminelles, et demander que je fasse paraître dans la presse un article disant que c'est un bon père. Et donc des exigences qui sont absolument irréalistes et des demandes tout à fait fantaisistes qui ne servent là encore qu'à essayer de valoriser son image, mais il n'a absolument pas l'intention, en tout cas c'est mon point de vue, de dire où se trouve l'enfant et de donner la moindre information sur l'enfant. Avec Simon, la justice se heurte à un mur. Pour mieux cerner sa responsabilité, une expertise psychiatrique est alors demandée. Simon n'est pas un délirant, halluciné, il n'est pas entièrement pris dans la vague délirante. C'est un homme dont on peut penser qu'au moment de l'acte, il était désespéré. On retrouve dans sa personnalité un certain nombre de dimensions pathologiques, mais pas au point de le faire considérer comme irresponsable. Malgré l'arrestation de Simon, l'enquête sur la disparition de Mathis est au point mort. Le père de famille refuse de donner la moindre information sur l'endroit où se trouve son fils de 8 ans. Les services de police, eux, ne relâchent pas leurs efforts. Aucune piste n'est négligée. Il y a beaucoup d'actes d'enquête qui sont tournés vers l'international.
déterminer s'il peut y avoir des sectes, notamment dans le sud-ouest de la France. Là, on a retrouvé le véhicule, et puis dans le nord de l'Espagne, on va essayer de faire des actes d'enquête sur les sectes qui peuvent retenir des enfants. Malheureusement, les recherches des enquêteurs sont vaines. Mais Simon ne tarde pas à les mettre sur une nouvelle piste. Au cours d'une de ses auditions, il confie avoir changé de religion. Simon s'est converti à l'islam, depuis peu. On peut supposer qu'il est parti dans un pays du Maghreb, pourquoi pas. Mais déjà, des enquêteurs, voyant à quel point il peut les manipuler, se disent, mais est-ce qu'il ne nous envoie pas sur une fausse piste, justement? Est-ce qu'il veut nous envoyer dans des pays du Maghreb pour qu'on ne cherche pas ailleurs? Toutes les hypothèses sont encore possibles. Alors, Simon a-t-il caché Mathis au Maghreb? L'enfant de 8 ans est-il toujours en vie? Le procès à venir permettra-t-il enfin de faire toute la lumière sur cette sombre affaire? Le 1er juin 2015, plus de 4 ans après la disparition de Mathis, le procès de Simon s'ouvre devant la cour d'assises du Calvados. Il comparaît pour enlèvement et séquestration. L'enjeu est immense. On a connu un procès comme on n'en connaît que très rarement à Caen, avec énormément de journalistes, beaucoup de caméras, et on sent que c'est électrique. On sent qu'il y a une attente. Il pourrait se passer des choses. Tout le monde attend que Simon parle, que Simon dise où est Mathis, ou ce qu'il en a fait. Sur le banc des parties civiles, Nathalie est impatiente. Elle espère beaucoup de cette audience. Pour moi, c'était la priorité, c'est ce qu'ils disent, se trouve, ça c'est sûr. Et puis aussi de montrer au grand jour, de faire comprendre aussi que c'est un monstre. Voilà, c'est tout simplement un monstre. Mais quand Simon fait son entrée, il apparaît confiant. Il a semblé étonnamment à l'aise. Il est venu la tête haute, regardant les journalistes, levant le poing en l'air pour manifester qu'il était prêt à combattre. Une provocation qui ne déstabilise pas Nathalie. Je pensais qu'il était fort, qu'il allait surmonter cette épreuve, qu'il allait sans doute gagner aussi. Je pense qu'il en était capable de penser ça, oui. Qu'il allait obtenir gain de cause. Il pensait pas que ça allait se passer comme ça. Et visiblement, le père de famille n'a pas l'intention de répondre à la question que tout le monde se pose. Où est Mathis? Dès le début du procès, on se rend compte qu'il sera sur la même longueur d'onde que durant toute cette instruction. Il va recentrer le débat autour de lui, mais pas autour de Mathis. Durant 4 jours, les débats se déroulent donc dans un contexte hostile. Il y avait en plus le matin des files d'attente et une salle haineuse contre mon client, contre le papa de Mathis. Tout cela était assez compliqué et a pesé, je pense, sur la sérénité dont on avait besoin dans ce dossier. À l'issue du procès, Simon, alors âgé de 41 ans, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration et menace de mort. Mais il n'a toujours pas livré son secret. Le soulagement des proches de Mathis est donc teinté d'amertume. Je suis satisfaite, je me dis au moins, voilà, il va y passer 20 ans en prison. Je dis aussi que je ne compte plus sur lui pour me dire où se trouve Mathis, que je ne lui demanderai plus jamais où se trouve Mathis, parce que de toute façon, il ne le dira jamais. Et puis, mon combat continue dès demain, hein. C'est une étape. Car les recherches pour retrouver Mathis se poursuivent à partir d'un portrait vieilli du petit garçon, réalisé grâce à un logiciel du FBI.
inconcevable. Crime en terre normande vous propose maintenant de revenir sur le terrible destin d'Audrey. Une jeune femme de 24 ans, pleine de vie, qui va subir un véritable déchaînement de violence. Découvrez cette affaire tragique pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique d'Audrey, une jeune femme de 24 ans, prise au piège d'une relation destructrice. L'histoire d'une mort annoncée qui va laisser à tout jamais une famille dans le désarroi le plus total. Je crois que ça restera gravé à jamais dans ma vie. Il dit comme ça, Audrey m'a demandé d'appeler les secours et moi je me suis acharnée sur elle. Nous sommes à Vire, dans le Calvados. Située au cœur des tranquilles pâturages du Bocage virois, cette commune de 18 000 habitants est typique des zones rurales françaises. L'activité industrielle est peu présente, donc vous avez un peu de laiterie, un petit peu d'abattoir. Vous êtes assez loin de l'axe principal de la Nationale 13, voire de l'autoroute, donc la possibilité d'accès à l'emploi est aussi difficile. Mais la population, très diverse, semble y mener une vie paisible. Vire est une ville plutôt calme, où les gens se connaissent. Vire n'est pas une commune qui est connue pour une insécurité particulière ou significative. Pourtant, le 27 février 2010, en fin d'après-midi, la gendarmerie reçoit un appel qui va venir troubler la quiétude de la ville. À l'autre bout du fil, Balthazar, un jeune homme de 22 ans, les presse de se rendre à son domicile. Sa petite amie serait entre la vie et la mort. Il va dire « Venez vite, je me suis disputé avec mon amie, elle a saisi un couteau, elle a tenté de m'agresser, je me suis défendu, je lui ai mis plusieurs coups de couteau et je crois qu'elle est morte. » Les gendarmes se précipitent aussitôt sur place. Mais en arrivant à l'adresse indiquée, ils sont surpris du comportement de leur interlocuteur. Accompagné de ses parents, il ne semble pas paniquer. Ils vont arriver et rencontrer un jeune homme qui est au téléphone. Ce qui marque, c'est le détachement finalement de l'intéressé qui manifeste assez peu d'émotions par rapport à ce qui s'est passé. Pourtant, en pénétrant dans le domicile, les forces de l'ordre vont se retrouver face à une véritable scène d'horreur. On va passer la tête dans un appartement qui n'apparaît pas si bien rangé que ça, qui pourrait indiquer qu'il y a eu de traces de lutte. Un des gendarmes va monter et va se rendre compte qu'il y a beaucoup de sang. Il y a une jeune fille qui est inanimée, avec un pantalon qui est à moitié baissé sur ses jambes. Le décès est certain et malheureusement, il est trop tard. Audrey, 24 ans, a succombé à ses blessures. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement? Qui est la victime que Balthazar présente comme sa petite amie? Et pourquoi le jeune homme s'en serait-il pris si sauvagement à elle? Au domicile de Balthazar, les gendarmes de la brigade de recherche de Vire tentent de comprendre le déroulement du drame qui a coûté la vie à Audrey. Ils examinent alors le corps de la victime. Les enquêteurs constatent des multiples plaies, par perforation certaines. C'est le signe évident de l'utilisation d'un couteau ou d'une arme blanche. On va retrouver d'ailleurs un couteau qui est proche de la victime, qui est ensanglanté. Les blessures d'Audrey sont localisées dans la partie supérieure de son corps, dans des zones vitales. Et il ne fait aucun doute que la scène a été d'une violence inouïe. Il y a des traces de sang extrêmement nombreuses. Le corps a été déplacé. Plus abject encore, les premières constatations
laissent penser que le crime pourrait être de nature sexuelle. Le pantalon d'Audrey est baissé à mi-jambe. Est-ce que c'est par l'effet d'avoir déplacé le corps et de l'avoir traîné par le pantalon? Est-ce que c'est autre chose, de plus sordide? Autre élément troublant, un plaid est saisi par les enquêteurs au niveau du visage de la victime. Il retrouve sur le plaid de l'éther et immédiatement, évidemment, on imagine que l'éther a pu être utilisé par l'auteur pour endormir la victime. Au même moment, à 200 km de là, à Guingamp, les parents d'Audrey attendent le retour de la jeune femme qui vit chez eux. Elle était partie le matin même à Vire pour récupérer ses affaires dans l'appartement de Balthazar. Ils étaient séparés depuis 7 mois. Quand elle est partie, ça allait. Et je lui ai dit, fais attention sur la route, méfie-toi. Elle me dit, t'inquiète papa, ça va aller, à ce soir et tout. Je ne l'ai pas trouvée inquiète du tout. Mais alors que les parents d'Audrey guettent son arrivée, c'est une toute autre visite qu'ils vont recevoir. Une visite qui va changer leur vie, à tout jamais. En soirée, donc, on attend. On essaie de l'appeler, mais on se dit, mais si elle est sur la route, elle ne peut pas répondre. J'entendais un bruit de portière, 2 portières, 3 portières. Là, j'ai dit, c'est pas Audrey qui entre, elle est seule. Puis quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu la voiture des gendarmes. Quand il m'a dit qu'il était arrivé un drame, j'ai dit, elle a eu un accident de voiture. Là, il m'a répondu, non, elle a été poignardée. Je suis rentré dans la maison. Il disait pas un mot. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il a tué Audrey. Et là, c'est l'effondrement. C'est... on ne peut pas imaginer. Un drame inimaginable. Aînée d'une fratrie de 3 filles, Audrey a grandi à Guingamp, entourée de sa famille. Une enfance qui se déroule sans remous, car passionnée de lecture et d'animaux, Audrey est de nature discrète. Sa sœur, Cyrielle, se souvient. Audrey, enfant, elle a toujours été joviale, le sourire, un rire qui résonne dans la maison. Elle passait son temps à travailler ses cours, ou dans sa chambre à écouter la musique, ou avec sa sœur, mais c'est vrai qu'elle ne sortait quasiment pas. Mais s'il y a bien une sortie qu'Audrey ne rate jamais, ce sont les matchs de l'Irmand, ses 2 petites sœurs, dans son sillage. On partait toutes les 3, écharpe autour du cou. On allait voir aussi des entraînements, on faisait des déplacements. On était vraiment toutes les 3, les 3 sœurs, pour la même passion et très complices. Ouais. Et puis, notre devise, c'était « faut pas toucher à ma sœur ». 3 ans avant le drame, avec Balthazar. Elle annonce alors à ses proches qu'elle emménage avec lui à Vire. Un changement de vie qui inquiète ses parents. J'ai dit, tu t'engages avec quelqu'un que tu connais pas, mais si, je le connais un peu sur Internet et tout. Je dis, ouais, mais méfie-toi quand même. Mais Audrey s'installe tout de même avec Balthazar. Elle ne se rend alors plus qu'occasionnellement à Guingamp. Mais dans la ville bretonne, personne ne l'a oubliée. L'annonce de sa mort suscite une grande émotion. Si bien que la semaine suivant le drame, ses amis du club de supporters, emmenés par Bernie, décident de lui rendre un dernier hommage au célèbre stade du Roudourou. J'ai vu les autres gars à la mi-temps et j'ai dit de toute façon, il faut qu'on a la place pour mettre une voile dans notre secteur. On va mettre une voile et on verra combien de temps on la met. Et du coup, ils ont fait l'hommage, c'était une photo sur un drap. Ils ont écrit Audrey et puis avec son visage. C'est très émouvant. Son petit rire, son sourire, sa joie de vivre, ça mérite d'être rappelé et de montrer à tout le monde que le souvenir qu'on a d'elle, c'est quelqu'un de forcément souriant. Alors, pourquoi s'en être pris à cette jeune fille si chaleureuse? Comment son couple avec Balthazar a-t-il pu prendre une telle tournure? Qu'est-ce qui a vraiment poussé le jeune homme à commettre l'irréparable? À la gendarmerie de Vire, après la mort tragique d'Audrey,
Balthazar est placé en garde à vue. Avant de l'auditionner, les enquêteurs veulent en savoir plus sur lui. Ils se penchent donc sur l'histoire personnelle de ce Guatémaltèque de 22 ans, adopté à l'âge de 2 ans par un couple de Virois. Le cadre est rigide à la maison, il a accès aux activités. On va savoir que Balthazar a pu faire du piano, des arts martiaux, du rugby, du tennis. Donc il a un confort matériel dont rêve, ou en tout cas aimerait avoir la plupart des enfants. Et jusqu'à la 6e, 5e, il est même qualifié de bon élève, voire d'excellent élève. Mais à l'adolescence, Balthazar, perturbé par la question de ses origines, se rebelle. Ses relations se sont altérées, notamment avec son père. Il y a eu des épisodes de violence entre eux et on a finalement eu une décision de placement. Placé en famille d'accueil, le jeune homme se désintéresse de ses études. Après avoir raté son bac, il prend son indépendance et se réfugie dans les mondes virtuels, au point de devenir accro aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. C'est une façon pour lui d'entretenir finalement une forme de sociabilité. Il y passe des heures, des nuits, à échanger avec ses amis sur des jeux vidéo de guerre, de combat, des jeux qui expriment une certaine violence. Balthazar vit alors dans la précarité, ce qui ne facilite pas ses relations avec Audrey. Mais après la rupture, il semble reprendre sa vie en main. En effet, quelques mois avant le drame, il s'inscrit dans une formation de pâtissier. Et tout se déroule à merveille. Il est présenté comme étant gentil, plutôt intelligent, serviable. Et là, on a l'impression qu'en fait, de ce côté-là, les choses se stabilisent et vont se régler. Mais alors, comment les choses ont-elles dégénéré? Entendu par les gendarmes, Balthazar livre son récit du jour du drame. Il explique qu'Audrey est venue chercher ses affaires chez lui et que tout s'est passé dans le calme. Il charge les effets personnels d'Audrey dans la voiture, ils mangent ensemble, il indique qu'ils auraient une relation sexuelle ensemble, qu'ils vont regarder le tournoi Destination. Mais au milieu de l'après-midi, la situation se serait envenimée, car Audrey souhaitait reprendre sa télévision. Une dispute aurait alors éclaté. Une dispute qui sera relative à cette télévision qui est très importante pour Balthazar. Il n'aurait pas les moyens d'en avoir une autre. Et à ce moment-là, eh bien selon lui, Audrey va le menacer d'un couteau. Et il dit « J'ai réagi instinctivement, je lui ai mis 4 coups de couteau. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Balthazar aurait donc agi en état de légitime défense. Une version qui ne convainc ni les enquêteurs, ni les proches d'Audrey. Moi, je leur ai dit, de toute façon, c'est pas Audrey, c'est pas possible. Je lui ai dit, elle était petite, menue. Même si elle avait tenu un couteau, il suffisait de lui prendre le poignet, et comme il avait fait des arts martiaux, il lui cassait le bras avant qu'elle ait eu le temps de lui porter un coup. D'autant plus que l'attitude de Balthazar, après le drame, ne joue pas en sa faveur. Le jeune homme de 22 ans a mis 1 heure avant d'appeler les secours. Balthazar va dire « Je vais tenter de nettoyer en jetant de l'eau sur le sol. » Il va changer, il va aller acheter des cigarettes, il va aller appeler ses parents. On ne retrouve pas du tout l'état de panique ou de désarroi qu'on devrait rencontrer. Alors, que révélera l'autopsie du corps de la jeune femme de 24 ans? Que s'est-il réellement passé entre Balthazar et Audrey? Et quelle était vraiment leur relation? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme de 22 ans à commettre l'irréparable? À Vire, le 1er mars 2010, 2 jours après la mort brutale d'Audrey, les résultats de l'autopsie vont venir confirmer les doutes des enquêteurs. L'autopsie fait ressortir 11 plaies, dont 8 par percussion, c'est-à-dire vraiment que le couteau est utilisé de façon très marquée et très violente. Et on a 2 plaies qui sont mortelles, l'une qui est thoracique et l'autre qui est cervicale à droite. Balthazar s'est donc acharné sur Audrey et n'a pas hésité à lui porter des coups dans les zones vitales, alors même que la jeune femme tentait de s'enfuir. L'expertise va nous permettre de voir qu'il y a des lésions de défense sur le corps d'Audrey, donc elle s'est débattue. Donc on a des ecchymoses, des traces de lutte aussi, des traces de frottement de vêtements au coude,
On en a aussi en région lombaire, on a toutes sortes de lésions. Une ecchymose en particulier attire l'attention du médecin légiste. On a également cette lésion à hauteur des lèvres d'Audrey qui renvoie à la question de l'utilisation du plaid et de l'éther. Balthazar dira, l'éther, je l'ai mis parce que je voulais brûler le corps et brûler l'appartement. Sauf que l'éther, on le retrouve dans les poumons. Si elle a inhalé de l'éther, c'est qu'elle était vivante. Donc c'est pas compatible avec la notion de légitime défense. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. Il s'agit bien d'un meurtre. Pour essayer de comprendre comment Balthazar en est arrivé là, les gendarmes se penchent alors sur l'histoire du jeune couple. Sans emploi, Audrey et Balthazar ont vécu 1 an ensemble, dans la précarité. Les proches de la jeune femme ne connaissaient que très peu son petit ami. Je suis allé le jour de la signature de la caution. J'ai mangé avec eux, mais bon, c'est quelqu'un qui ne m'a pas parlé beaucoup. Et après, on l'a très peu vu, voire quasiment pas du tout. Peu à peu, le couple s'isole et Audrey prend des distances avec sa famille qui s'inquiète de l'avoir ainsi changé de comportement. Elle avait plus le droit d'appeler, elle s'habillait plus de la même manière, elle venait plus trop nous voir en Bretagne. Enfin voilà, on n'arrivait plus trop à avoir de contact avec elle. Il y avait quelque chose qui avait changé. C'était plus la Audrey joviale, son comportement était plus pareil. 1 an avant sa mort, la jeune femme avait d'ailleurs confié son mal-être à une amie. Soucieuse, cette dernière avait alerté la famille d'Audrey. Il a fallu que ce soit une amie d'Audrey qui prévienne notre fille pour lui dire il y a un problème. Et en effet, on a retrouvé des conversations où elle disait qu'elle n'avait pas à manger, le frigo était vide, que lui partait voir ses copains, qu'elle restait à la maison, qu'elle avait le droit de rien faire. C'est à ce moment-là qu'on s'est décidé de la récupérer à Vire. Les parents d'Audrey vont alors la chercher en Normandie. Mais celle-ci refuse de les suivre. Nous, on est rentrés à Guingamp complètement abattus parce qu'on ne s'imaginait pas la laisser derrière nous. En connaissant la situation, on s'est dit il va lui arriver un malheur, on ne peut pas la laisser derrière. Puis on a dû se rendre dans l'évidence qu'il fallait la laisser derrière. Mais 6 mois plus tard, en août 2009, Balthazar quitte Audrey et la met à la porte de leur appartement. Elle m'appelle et puis maman, est-ce que je peux revenir à la maison? Je dis oui ma grande, je t'ai toujours dit que si tu voulais revenir à la maison, la porte était grande ouverte. Elle me dit ma maman, je rassemble des affaires et j'arrive vendredi. Et là le vendredi, donc elle arrive et je me dis, on a récupéré notre fille. Les parents d'Audrey retrouvent alors une jeune fille amaigrie, très éprouvée physiquement et psychologiquement, par l'année qu'elle vient de passer, aux côtés de Balthazar. Pour Audrey, finalement, cette décision, elle va être salutaire, parce qu'elle va rentrer chez ses parents, elle va pouvoir se refaire une santé, elle va pouvoir renouer des liens avec ses sœurs, avec sa mère. Papa et maman me disaient c'est bon, elle va mieux, elle est à nouveau souriante. Enfin voilà, c'est comme une fleur, elle était à nouveau épanouie juste avant son décès. Alors, comment les choses ont-elles dégénéré? Pourquoi, 7 mois après leur séparation, Audrey a-t-elle renoué avec Balthazar? Et surtout, qu'est-ce qui a provoqué la rage du jeune homme? À la gendarmerie de Vire, les investigations sur la mort d'Audrey se poursuivent. En interrogeant les proches de la jeune femme, les enquêteurs apprennent que malgré la rupture, Balthazar n'avait pas tourné la page. Il appelle, il envoie des messages. Quand il n'a pas de réponse, il essaye d'envoyer des textos. Quand le texto passe pas sur le téléphone, il envoie un texto sur le téléphone fixe. Donc il maintient absolument ce lien. C'est des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines de messages par jour, de tentatives d'appel, de communication. Voilà, c'est très prégnant. Le père d'Audrey se souvient du véritable harcèlement que subissait sa fille depuis sa rupture avec Balthazar. J'entendais crier, je me suis demandé ce qui se passait. Je suis arrivé dans sa chambre, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait à crier comme ça. Elle me dit, c'est encore l'autre qui est en train de m'embêter au téléphone. J'ai dit, il va falloir qu'il arrête, lui. Puis en fait, il n'a jamais arrêté. Car plus inquiétant encore, Balthazar n'hésite pas à s'immiscer dans la vie privée
de son ex-petite amie. Audrey me disait comme ça, sans arrêt, maman, enfin voilà, je comprends pas, j'ai des contacts qui sont supprimés, il y a quelqu'un qui répond à ma place, ma messagerie est piratée. Et puis là, par la suite, en fait, j'apprends que c'est Balthazar qui pirate sa messagerie. Le jeune homme, très possessif, découvre alors qu'Audrey a fait une nouvelle rencontre sentimentale. Pour lui, c'est la concrétisation que Audrey est en train de lui échapper. C'est sa chose, elle n'avait pas le droit de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, c'était à lui. Si elle ne restait pas avec lui, il l'a supprimée. Les pseudonymes utilisés par Balthazar sur les réseaux sociaux présageraient d'un macabre projet. On pourrait parler de chronique d'une mort annoncée, hein, puisqu'on a presque un compte à rebours qui s'est ouvert dans l'esprit de Balthazar. Il écrit donc J-5, regarde le monde qui t'entoure, il arrivera ce qu'il arrivera, jusqu'au bout j'y aurais cru. Ça fait vraiment peur. Autre découverte troublante. Quelques jours avant la mort d'Audrey, le jeune homme de 22 ans s'est procuré de l'éther, sans ordonnance, en pharmacie, en donnant de bien étranges prétextes. Il va aller chercher de l'éther et il s'est renseigné bien avant le jour des faits, puisque c'est, je crois, 3 à 5 jours avant qu'il a besoin de cet éther où il dira « j'ai besoin de soigner mon chat ». Expertisé par un vétérinaire, le chat n'a pourtant aucun parasite. Les enquêteurs ont désormais la preuve que Balthazar avait prémédité son crime. Il est donc mis en examen pour assassinat. Et pour mieux comprendre les raisons de son passage à l'acte... Sur un narcissisme assez important, il est très égocentré et il ne supporte pas l'abandon. Parce que l'abandon, c'est l'échec, et l'échec, ça le renvoie à trop de choses néfastes. Et c'est pas possible, Balthazar ne peut pas échouer. Alors, au cours de son procès, Balthazar admettra-t-il enfin avoir prémédité son geste? Le verdict sera-t-il à la hauteur des attentes de la famille de la jeune femme? Et surtout, auront-ils des réponses à leurs questions? Le 30 mars 2012, 2 ans après les faits, le procès de Balthazar s'ouvre devant la cour d'assises de Caen. Les proches d'Audrey revoient alors le jeune homme pour la première fois depuis le drame. C'est vraiment difficile pendant le procès de le voir parce qu'il ne nous regarde pas, il est détaché. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. On a l'impression qu'il est en procès de quelqu'un d'autre presque. Mais sur le banc des parties civiles, la famille de la victime attend des réponses. Pourquoi il l'a tué? On n'a pas le droit d'enlever la vie comme ça à quelqu'un. Je dis, Audrey était si gentille, si douce. Elle était tellement appréciée de tout le monde que c'était pas possible. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Mais Balthazar maintient sa version de la légitime défense, malgré les preuves accablantes recueillies à son encontre. Néanmoins, devant la cour, il fait un terrible aveu. À un moment, je crois que ça restera gravé à jamais dans ma vie. Il dit comme ça, Audrey m'a demandé d'appeler les secours et moi je me suis acharnée sur elle. Et ça c'est terrible. Après 3 jours d'une audience sous haute tension, Balthazar est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 20 ans. Le jeune homme de 24 ans fait aussitôt appel. Jugé en 2e instance, 7 mois et demi plus tard, il concède enfin une part de vérité. C'est la seule nouveauté du procès d'appel, c'est-à-dire qu'il va reconnaître ce que tout le monde soupçonnait, ce que tout le monde disait, d'ailleurs pour lequel il avait été condamné. Il va reconnaître cette préméditation et dire « il fallait que je la tue ». Sa peine est alors allégée. Il est finalement condamné à 27 ans de réclusion criminelle, avec une peine de sûreté
de 18 ans. La famille d'Audrey accepte le verdict, mais s'inquiète pour la suite. 3 ans de moins, non, ça change rien pour moi, ça change absolument rien. Bon, ce qui m'inquiète le plus, c'est un comportement comme ça, c'est que le jour où il ressortira, il peut recommencer. Pourquoi? Comment? Crime en terre normande se rend à présent dans l'Eure pour vous raconter l'histoire de Patrick. Un père de famille, froidement exécuté, qui laisse derrière lui 2 filles désemparées. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le sort tragique de Patrick, un retraité de 58 ans, aimé par ses 2 filles. Un crime machiavélique qui va bouleverser à tout jamais le destin d'une famille normande, a priori sans histoire. Mon père m'avait dit, et ça me restera toujours marqué, il m'avait dit, Sabrina, si un jour il m'arrive quelque chose, demande à ce qu'on me fasse faire une autopsie. Nous sommes dans la ville de, une charmante commune normande de près de 8000 habitants, située en Seine-Maritime. Idéalement nichée entre mer et forêt, la ville royale est connue pour son majestueux château et ses ruelles historiques. On se trouve juste à côté du Tréport, donc le haut de la Normandie, avec l'agrément de la mer juste à côté, ce qui donne un contour assez agréable pour la ville d'Eu. C'est ici, dans une coquette maison au cœur de la ville, que vivent Marie-Christine, 56 ans, et Patrick, 58 ans. Le 11 novembre 2010 au matin, Katia, une de leurs 2 filles, reçoit un appel de sa mère. Marie-Christine m'appelle pour me dire que mon père a perdu son code de carte bancaire. Alors je lui dis qu'il a qu'à m'appeler directement, vu qu'il n'y a que moi qui a son code de carte bancaire. Mais Patrick ne rappelle pas. Et dans les heures qui suivent, Katia reçoit alors de nombreux messages de son père. J'ai reçu des textos du portable de mon père, là, insistant beaucoup pour avoir le code de la carte bancaire. Pour la jeune femme, quelque chose ne colle pas. D'autant que ces textos ne ressemblent pas à ceux que le père de famille envoie habituellement à ses filles. Mon père faisait beaucoup de fautes quand il envoyait le message, en fait. Et là, bien écrit, bien envoyé, quoi. Mais sur le moment, Katia ne s'alarme pas pour autant. Seulement, après 3 jours sans nouvelles de son père, elle commence à paniquer et décide de se rendre au domicile de ses parents pour vérifier que tout va bien. Sa mère la rassure et lui indique que Patrick est parti chez des amis à Mantes-la-Jolie. Mais la jeune femme est dubitative. Déjà, je vois la voiture, ce qui n'est pas normal, vu qu'il est soi-disant parti à Mantes-la-Jolie, donc Mantes-la-Jolie, on prend la voiture. Katia en est convaincue. Son père a disparu et sa mère ne lui dit pas tout. Elle alerte sa sœur aînée, Sabrina, qui la rejoint immédiatement chez ses parents. On a regardé dans la voiture, il n'y avait rien. On avait tellement peur que j'ai dit à ma sœur, et là, il y a de quoi s'inquiéter. Là, la pression monte. C'est vers 20h, à la gendarmerie du Tréport, que le fil des événements va s'accélérer. Les gendarmes viennent de recevoir un appel pour le moins alarmant. À l'autre bout du fil, le frère de Marie-Christine, Jean-Louis. Jean-Louis décide d'appeler les gendarmes pour les prévenir que Patrick est mort. Sa sœur l'a appelé pour lui dire que son mari était décédé. Alors,
Jean-Louis dit-il vrai? Comment le père de famille serait-il mort? Et pourquoi Marie-Christine l'aurait-elle caché à ses filles? À eux, une patrouille de gendarmerie se rend au domicile de Patrick et Marie-Christine. Au fond de la pièce servant d'entrée, ils font une macabre découverte. Le corps sans vie de Patrick est recouvert d'un drap maculé de sang. La scène est d'une rare violence. On relève tout de suite 4 impacts de balles sur lui. On a un coup qui est tiré à une très faible distance à la tempe. Les 3 autres au niveau du cœur, ce sont des zones létales. Ça ressemble à... C'était pas possible. Sur place, Marie-Christine, la femme de Patrick, se trouve dans la même pièce que son mari. La mère de famille de 56 ans est prostrée, incapable de prononcer le moindre mot. Rejoints par leurs collègues de la brigade de recherche de Dieppe, les gendarmes constatent que la maison est particulièrement propre et bien rangée. C'est en observant de plus près le mobilier du domicile que les spécialistes en identification criminelle de Rouen découvrent des traces de sang sommairement nettoyées. Les gendarmes vont très vite établir que c'est quand même bien dans cette maison que le crime a eu lieu, puisque grâce à la technique du Blue Star qui révèle les traces de sang, ils découvrent des traces de sang sur le canapé du salon. Donc l'endroit où on a découvert le corps, c'est aussi l'endroit où Patrick a été tué. En poursuivant les investigations, les gendarmes constatent également que Patrick est collectionneur d'armes. En fait, mon père avait une passion pour les armes depuis plusieurs années. Il s'était inscrit au stand de tir de la ville 2. Conscient que sa passion pouvait représenter un danger pour son entourage, Patrick ne laissait jamais traîner aucune de ses armes. Toujours les clés bien rangées, les balles d'un côté, les fusils de l'autre, parce qu'il avait toujours peur qu'un des petits-enfants, on ne sait jamais, puisse avoir une arme qui était encore armée alors que ça n'a jamais été le cas. Pourtant, ce lundi 15 novembre 2010, une des armes de Patrick manque à l'appel. La détention d'armes, même pour du tir sportif, est soumise à autorisation. Donc on a la liste des armes qu'est censé posséder Patrick et il en manque une. L'arme qui manque, c'est un pistolet calibre 9 mm. Et très vite, l'enquête va déterminer que Patrick a été tué par 4 balles de 9 mm, justement. Mais pour le moment, l'arme du crime reste introuvable. Dans la commune normande, à l'annonce de la mort de Patrick, c'est le choc et l'incompréhension. On a vu vraiment des gens avec une profonde tristesse et ils avaient tous des propos doux, gentils vis-à-vis de lui et de la considération. Si Patrick aimait collectionner les armes pour son plaisir, pour ses proches, il n'était pas quelqu'un de violent, bien au contraire. Mon père était quelqu'un de merveilleux. Il avait toujours un mot pour rire. Il était apprécié de tout le monde, toujours prêt à rendre service aussi. Ancien chauffeur routier international, ce Normand de 58 ans a toujours vécu dans la région diepoise. À la retraite depuis 2 ans, il profitait de la vie et surtout de ses 2 filles et de ses petits-enfants. Il nous a pas vu grandir, malheureusement, vu son métier. On n'a jamais manqué de rien. Jamais, jamais. Il s'est toujours occupé de ses filles, de ses petits-enfants. C'était vraiment un bon vivant, puis un homme vraiment le cœur sur la main. Mais si Katia et sa sœur étaient très proches de leur père, il n'en est pas de même avec leur mère. Alors, que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur l'histoire de cette famille normande? Que va révéler Marie-Christine lors de son interrogatoire? La mère de famille serait-elle impliquée dans la mort de son mari?
À la gendarmerie du Tréport, les enquêteurs s'intéressent de plus près à Marie-Christine, qui fait à présent figure de suspect numéro 1. À 56 ans, Marie-Christine est une enfant du pays et la maire de la ville 2 la connaît bien. C'est une femme qui est à la mairie employée au ménage sur le bâtiment administratif. Si son physique donne l'image d'une femme petite et frêle, son caractère est tout autre. La maire de la ville se souvient notamment que la femme de ménage exerçait une forte autorité sur ses collègues. Cette autorité se manifestait sous forme de peur. Ils ne voulaient pas, quand il y avait quelque chose, le dire à Marie-Christine parce qu'ils avaient peur de se faire disputer. Ils étaient sous sa coupe et craignaient ses réactions. Ces derniers temps, au dire de ses collègues, la quinquagénaire adoptait un comportement étrange. J'ai vu le personnel, ses collègues, la chercher pendant des heures et ne pas la trouver. Et là, elle se cachait dans les greniers de façon à passer ses coups de téléphone avec son téléphone portable. Et pendant ce temps-là, elle ne faisait pas équipe avec les autres. Une attitude qui peut s'expliquer avec la dernière découverte des enquêteurs normands. La femme de 56 ans avait un amant et apparemment tout le monde à la mairie était au courant. C'est quelqu'un qui avait son camion de routier et qui donnait un gros coup de klaxon pour la prévenir qu'il était là. Tous les gens qui avaient bureau sur ce côté-là le savaient. En garde à vue, Marie-Christine nie avoir tué son mari. Elle donne alors plusieurs raisons à la mort de Patrick, mais aucune ne tient la route. Alors, après plusieurs heures et de multiples versions, la mère de famille craque. Et donc elle va très vite admettre avoir tué son mari, en se justifiant aussitôt, en disant qu'elle était une femme battue. Mais les enquêteurs restent dubitatifs, car aucune plainte n'a jamais été déposée pour violence conjugale. Les gendarmes entendent donc les proches de la famille pour vérifier ces dires. Le 16 novembre, ils auditionnent les deux filles du couple, Katia et Sabrina. J'ai été surprise qu'on me demande constamment si j'avais vu mon père taper Marie-Christine. Donc je lui disais non, j'ai jamais rien vu. Mais enfin, vu la corpulence de mon père, ses mains et à cette époque-là, son gabarit à elle, je pense que ça se serait vu et de toute façon, mon père n'était pas violent. Mon père n'a jamais levé la main sur ses filles, encore moins sur elle. Et il n'y a jamais eu de certificat médical de donner ou quoi que ce soit. Plusieurs proches vont d'ailleurs confirmer cette version. Même constat chez les voisins du couple. Les témoignages dans le quartier vont dire qu'en effet, c'était un couple qui allait mal et depuis longtemps. Mais les voisins vont dire qu'à leur connaissance, Marie-Christine n'a jamais été frappée par Patrick. Alors, Marie-Christine était-elle une femme battue qui a voulu se venger? Ou bien était-ce une toute autre raison qui l'a poussée à tuer son mari? À la gendarmerie du Tréport, afin de comprendre les circonstances exactes du drame, les enquêteurs s'intéressent d'un peu plus près à la vie du couple que forment Marie-Christine et Patrick. Leur histoire commence en 1972. Ils se sont rencontrés sur le quai du Tréport. Elle était en train de manger une glace et mon père passait en voiture et lui a demandé est-ce que je peux goûter. Et puis elle lui a donné, et voilà. Après ils se sont revus et voilà. Marie-Christine et Patrick s'installent rapidement ensemble et donnent naissance à Sabrina en 1975, puis à Katia 2 ans plus tard. Les deux filles vivent une enfance heureuse dans la campagne normande. Pourtant, Sabrina se sent délaissée par sa mère, contrairement à sa sœur cadette. Elle se réfugie alors dans les bras de son père.
J'ai toujours été proche de lui et d'ailleurs c'est lui qui m'a apporté beaucoup d'amour puisque j'en avais pas de la part de Marie-Christine. Enfin, je me baladais toujours avec lui, je me promenais toujours sur ses épaules. Patrick et Marie-Christine semblent heureux et épanouis en ménage. Mais peu à peu, le romantisme des débuts laisse la place aux disputes incessantes. Depuis que Patrick est à la retraite, le couple est au bord du gouffre. C'est un couple qui allait très mal, le couple de Marie-Christine et de Patrick, et qui allait très mal depuis de longues années. Ils en étaient arrivés à communiquer par des petits morceaux de papier qui se laissaient sur la table de cuisine. À tel point que chacun mène une vie parallèle. Marie-Christine avait un amant et avait pris un appartement dans le centre-deux, sans pour autant y vivre. Patrick avait de son côté une maîtresse depuis 6 mois, avec qui il comptait s'installer. Un projet dont il avait fait part à son épouse. On a su qu'il avait rendez-vous le 16 novembre pour un appartement. Et je pense que quand il lui a dit ça, il a signé son arrêt de mort. Alors, Marie-Christine n'aurait-elle pas supporté que Patrick la quitte? Elle, qui au quotidien avait une véritable emprise sur son mari. Elle était un véritable tyran avec mon père. C'était affolant. J'ai été obligée de voir mon père en cachette parce qu'elle ne supportait pas que j'ai un contact avec mon père. Et d'ailleurs, elle l'a coupé de tout. Il ne pouvait plus voir sa famille comme il voulait, ses amis aussi. En garde à vue, Marie-Christine livre alors un récit des faits pour le moins glaçant. Elle affirme aux enquêteurs avoir tué son mari 5 jours avant la découverte du corps, le 10 novembre 2010, alors qu'il sommeillait sur son canapé. Marie-Christine rentre du travail et elle raconte aux enquêteurs qu'elle surprend une conversation entre Patrick et une autre femme. Cela ne lui plaît pas du tout. Patrick avait un peu bu, il s'est endormi dans le canapé en regardant la télé. Et puis voilà, elle va expliquer qu'elle a eu une sorte de bouffée de violence, qu'elle n'en pouvait plus, c'est qu'elle avait atteint un point de non-retour, qu'elle a fouillé parmi les armes de Patrick, qu'elle a trouvé ce pistolet, qu'elle a tiré d'abord à la tempe. Puis, 3 autres balles sont tirées, 2 au niveau de la poitrine et une au cœur. La mère de famille n'a laissé aucune chance à son mari. Elle fait ensuite preuve d'un sang-froid déconcertant. Ensuite, elle traîne le corps jusque dans la cour pour pouvoir nettoyer le salon et la maison. Après avoir nettoyé la scène de crime et jeté l'arme à la poubelle, Marie-Christine continue de mener une vie normale. Les jours qui suivent, elle va au travail comme si de rien n'était. Dans son entourage, personne ne se doute alors qu'elle vient de commettre l'irréparable. On a été faire des courses ensemble et on a vu un des frères à mon père. Et c'est pareil, il n'a rien vu du tout. Elle était même détendue, quoi. Je me suis promenée avec elle, sachant que maintenant qu'elle avait fait ça, c'est un monstre, c'est un diable, c'est... voilà, quoi. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle rassure les proches de son mari et ses filles en subtilisant le portable de Patrick. Mais son entreprise machiavélique va s'achever le lundi 15 novembre. Ce jour-là, Marie-Christine est souffrante. Elle est donc plus vulnérable. Peut-être qu'à ce moment-là, la réalité lui revient en face quand même. Et la réalité, elle est terrible. Il y a le corps de son mari dans la cour. Et il va falloir trouver une solution. Elle téléphone alors à son frère pour qu'il l'aide à se débarrasser du corps. Mais au lieu de cela, Jean-Louis téléphone aux gendarmes pour les prévenir. Et Marie-Christine se charge seule de traîner le corps jusque dans l'entrée. Après 48 heures de garde à vue, la mère de famille de 56 ans est mise en examen pour meurtre et tentative d'assassinat. Alors, Marie-Christine a-t-elle tout dit aux enquêteurs? A-t-elle vraiment agi sur un coup de folie? Ou bien avait-elle prémédité son geste?
À la police judiciaire de Rouen, les enquêteurs vont maintenant devoir vérifier les déclarations de Marie-Christine. Les résultats de l'autopsie tombent. Ils démontrent que Patrick avait bu, mais également qu'il avait absorbé une grande quantité de médicaments. Ce qui est important de noter, c'est qu'on retrouvera dans les analyses toxicologiques de la victime des traces de médicaments sédatifs, hypnotiques, médicaments qui pour certains sont pris par la victime, mais pour certains sont pris par Marie-Christine. Des résultats d'autant plus intrigants que Patrick prenait peu de médicaments. La plupart de ceux présents dans la maison appartenaient en effet à Marie-Christine. Ces derniers mois, leur fille avait d'ailleurs remarqué des événements anormaux. Mon père avait changé physiquement, il était boursouflé, fatigué, il avait du mal à marcher. Il m'avait fait part du fait qu'il pouvait être empoisonné. Donc dans un premier temps, il s'est aperçu que en fait, ça avait été un médicament changé par un autre. Et après, ça a été le café qui était imbuvable. À chaque fois qu'on buvait un café le matin, il y avait carrément une pellicule blanche au fond de la casserole. Et le café, il était imbuvable. Patrick s'était d'ailleurs confié à sa fille, Sabrina. Mon père m'avait dit, et ça me restera toujours marqué, il m'avait dit, Sabrina, si un jour il m'arrive quelque chose, demande à ce qu'on me fasse faire une autopsie. Si les enquêteurs pensent alors à une tentative d'empoisonnement, rien ne permet de le prouver. À la fin de l'instruction, la préméditation n'est donc pas retenue. Mais plusieurs zones d'ombre persistent toujours. Notamment, la question de l'arme du crime, jamais retrouvée, malgré les nombreuses fouilles des gendarmes dans tout le secteur. Les gendarmes interviennent sur la scène de crime 5 jours après. Ce qui signifie par conséquent que le criminel a 5 jours d'avance pour maquiller sa scène de crime, pour tenter de faire disparaître le cadavre et pour tenter de faire disparaître les pièces à conviction. Ce revolver a pu finir à l'égout, à la poubelle. Des recherches sont faites d'ailleurs à la décharge d'Auqueménil, en vain. Cette arme a disparu de la circulation. Mais pour Katia, la fille du couple, le mobile est tout autre. Pour moi, c'est l'argent. Elle était très obsédée par l'argent. Déjà, le lendemain, demander le code, c'est que, voilà, est-ce qu'elle voulait partir quelque part et puis, voilà, prendre de l'argent de notre père et puis partir du jour au lendemain comme ça et puis se débarrasser du corps. Pour moi, le mobile, c'est l'argent. Ces questions en suspens seront des enjeux importants du procès à venir. Alors, Katia et Sabrina auront-elles toutes les réponses à leurs interrogations? Et quelle sera leur réaction quand leur mère fera son entrée dans le box des accusés? Le 2 octobre 2013, le procès de Marie-Christine s'ouvre devant la cour d'assises de Rouen. Elle comparaît sous le chef d'accusation de meurtre par conjoint. Après presque 3 ans de détention, la mère de famille, qui a alors 59 ans, se retrouve face à face avec ses 2 filles. Quand on arrive au procès, on est hyper stressé. De la voir, ça m'est insupportable. Elle a pris 30 kilos. Sa coiffure n'est plus du tout la même. Déjà, je ne l'ai pas reconnue, moi. Quand je suis arrivée, je ne l'ai pas reconnue du tout. Assises sur le banc des parties civiles, Katia et Sabrina attendent beaucoup de ce procès. Mais dans le box des accusés, Marie-Christine a les yeux dans le vide. Elle ne montre aucune émotion et se contente de reconnaître les faits. C'est très froid parce que bon, on l'a devant nous, donc bon, on n'a qu'une envie, c'est de la secouer et puis lui dire mais pourquoi avoir fait ça, quoi. Puis elle a un regard qui, pas de remords, rien, quoi. Elle insiste, elle a un regard froid.
Elle ne baisse pas les yeux. Quand je me suis adressée à elle à un moment donné pour lui dire qu'elle n'avait pas le droit de nous prendre papa, eh ben, elle s'est tournée sur elle-même. De nombreux témoins défilent à la barre, des experts psychologues également. Le récit du drame, le mobile du crime, la personnalité de la mère de famille sont au cœur des débats. Marie-Christine, lors de cette audience, est bardée de certitudes. Sa stratégie de défense, c'est « oui, j'ai tué, mais si j'ai tué, c'est parce qu'il était violent et parce qu'il me trompait ». Et elle n'a pas varié. Des excuses, je n'en ai pas entendu au cours du procès, alors que traditionnellement, lorsque l'accusé a la parole en dernier, il est de bon ton, peut-être parfois conseillé par les avocats, d'entendre dire par l'accusé à la cour « je regrette ce que j'ai fait ». Ces mots-là n'ont pas été donnés. Au terme des débats, l'avocat général requiert 25 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Marie-Christine. Les jurés se retirent pour délibérer. À l'annonce du verdict, la tension est palpable. Marie-Christine est finalement condamnée à 20 ans de prison. 20 ans, je me dis, c'est pas assez parce qu'on fait vite le calcul. On se dit avec les jeux des remises de peine, elle va être dehors plus tôt que prévu. Donc c'est pas juste. Papa est au cimetière. En avril 2016, lors de son procès en appel, la peine de Marie-Christine est confirmée. Aujourd'hui, dans la commune 2, personne n'a oublié Patrick, cet homme jovial, à qui la vie souriait. Ses filles, Katia et Sabrina, se consolent en se rappelant tous ces moments de bonheur qu'ils ont vécus ensemble. C'est vrai que c'est un bout en train qui savait tout le temps amuser. Il savait nous faire rire, il avait toujours quelque chose à faire et puis il nous manque beaucoup. Papa, si tu savais à quel point tu nous manques, tu fais un grand vide dans notre vie. Tu nous manques tous les jours. Les petits-enfants, c'est pareil. Et c'est une souffrance au quotidien. Je t'aime, papa.